Samedi 29 mai 2021, le romancier Pascal Dessin, auteur de nombreux livres tels que Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, ou Loin des humains, ou encore Les derniers jours d'un homme, était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son nouveau roman, paru chez Rivage, Un colosse. Bonne écoute. Tu dois avoir 50 ans d'écriture au moins, et 30 ans d'édition. Tu es né avec un stylo à la main, toi, non ? Presque. Oui, 30 ans d'édition, c'est un peu vertigineux. Ça sera l'année prochaine. Premier livre publié en 92, Les paupières de loup. Donc ça fera effectivement 30 ans. Est-ce que je suis né avec la plume à la main, d'une certaine façon? Oui, le crayon en tout cas. Parce que je suis encore de cette génération d'auteurs qui ça n'a pas été l'ordinateur. Hein. Moi, j'ai suivi l'évolution technique. J'ai écrit mon premier roman sur un grand cahier avec un stylo bic, je crois. J'ai encore ces cahiers à la cave d'ailleurs. J'avais 17 ans, 16 ans même. Et puis ensuite, j'ai hérité de la machine mécanique électrique de ma sœur. Et puis après, mon papa m'a offert, quand je suis arrivé à Toulouse ici, une machine électrique. Ça a été, je crois que j'ai écrit mon 4e roman sur une machine électrique. Ça faisait beaucoup de bruit dans l'appartement. Et puis après, j'ai suivi toutes les évolutions technologiques que tout le monde a dû suivre, bon gré mal gré. Et voilà, c'est une longue histoire, oui, oui. Tu écrivais avec un crayon pincé entre deux doigts et à la machine, tu écrivais avec deux doigts. Oui, deux doigts. Et tu écris encore avec deux doigts. Oh non, j'écris plus vite à la machine. Tu écris maintenant avec 6 doigts, 10 doigts. Oh, je peux plus. Il faudrait me filmer pour que je les compte, mais j'oublie mes doigts quand j'écris à la machine. Donc voilà. Mais j'écris très très vite à la machine. Alors ça paraît une question comme ça innocente, mais je suis plus lent à la main, donc quand je tape, ça suit plus facilement ma pensée et mon rythme de réflexion. C'est très curieux. Tu sais que les manuscrits, ça se dépose, hein ? Oui. Et alors ? Tu parles de mes... Oui, ce que tu as dans... Je reprends ton image de la cave, là, parce que je ne sais pas si c'est une image ou la réalité. C'est la réalité, oui. Il faut les sortir de la cave et les donner à... le legs Pascal Dessin. Alors écoute, c'est curieux que tu me dises ça, parce que je suis à un moment de ma vie où on est obligé de penser à ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai à la cave donc 4 romans inédits, des centaines et voire des milliers de poésies. J'ai tous mes textes de recherche, tous mes cahiers, ça fait 2 mètres de linéaire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé à cette idée que, après tout, parce que c'est encombrant quand même. Et puis c'est pas tant les manuscrits, inédits, parce que j'aimerais pas les voir paraître. C'est des livres d'apprentissage et comme moi j'étais d'un milieu qui n'était pas très lettré, j'ai pas été guidé, j'ai pas été soutenu longtemps. Longtemps j'ai été seul à écrire et dans une grande solitude pour essayer de trouver mes lucarnes pour exister. J'ai dû apprendre et j'ai donc beaucoup de livres que j'appelle d'apprentissage, qui sont certainement pas dignes d'être publiés, mais en tout cas qui ont un intérêt peut-être pour les futurs chercheurs qui s'intéresseraient à mon travail. C'est que si j'y retourne et que j'y jette un œil, il y a beaucoup de ce que je suis aujourd'hui en tant qu'écrivain dedans déjà. Voilà, les principales thématiques sont là, le souci que j'ai des gens fragiles, des petites gens, comme on dit parfois, des gens qui ont un destin difficile, mes cabossés, ceux que j'appelle mes cabossés depuis quelques années, et qui sont les personnages de mes romans. Alors il faut que tu demandes à des gens compétents où on dépose... ces manuscrits, et bon, tu le sais, il y a quelques endroits à Paris. Moi, j'aimerais bien que ce soit à Toulouse. Oui. Et ben voilà, ça peut aussi être à Toulouse. Un fonds Pascal Dessin, la bibliothèque départementale, on va voir ça. On va attendre quelques années quand même, mais voilà, au moins la parole est. Écoute, tu peux déjà le faire. C'est pas ça qui va te faire mourir, hein. Ah, merci Christian, merci. Tu es vraiment j'aime bien quand j'aime bien comme tu présentes les choses. C'est pas ça tu es vraiment superstitieux, Pascal. Un petit peu. Et alors, je suis tellement non, mais c'est une anecdote. Non, mais je suis superstitieux et ça ramène à l'écriture parce que pour le coup, j'ai eu une expérience
par rapport au contexte dans lequel on est, qu'on est obligé d'évoquer, parce que on est en train de renouer avec les rencontres publiques, voilà. Et donc c'est évidemment quelque chose qui nous a beaucoup manqué pendant tout ce temps. Et en parlant de superstition, moi le premier confinement, paradoxalement, je l'ai bien vécu. Parce que j'étais dans une écriture décalée par rapport à ce qu'on était en train d'endurer, et donc je n'étais pas affecté dans mon écriture par le contexte. Et superstitieux comme je le suis, comme j'étais dans cette écriture qui apportait beaucoup pour moi, je me suis refusé à sortir pendant 2 mois et demi. Donc je suis resté enfermé pendant 2 mois et demi. Pas enfermé, j'avais des conditions tout à fait particulièrement agréables. Il y avait de la lumière, il y avait de la campagne autour, mais... Tu étais enfermé dehors, quoi, c'est ça. Voilà. Mais j'étais à la tâche et j'avoue, un peu superstitieux, je me disais, on ne sait pas où on va. Forcément, je suis rempli de toute une littérature catastrophiste, on va dire, d'anticipation qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus d'humains sur la planète et tout. Alors je me suis dit, t'es à la campagne, t'as un roman en cours, on ne sait pas si demain il y aura encore beaucoup d'humains, finis ce que t'as en train. Donc je suis en effet un peu superstitieux. Il y a un très beau roman de fin du monde, alors j'ai plus le nom de l'auteur, j'ai perdu même le nom de l'éditeur, et qui se passe dans le Lot, tu vois, non loin de... une espèce de dernier jour du monde, qui est vraiment pas mal. Mais Tout récemment ? C'était il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. Alors, quelques lignes du chapitre 5, il y a une vingtaine de chapitres courts dans ce livre, pour introduire, pour essayer de ménager un petit voyage dans ce colosse. J'ai garé la voiture dans le village. Derrière l'église, une esplanade s'achève par un escalier qui mène au cimetière. Des hommes jouent à la pétanque sur le boulodrome qui le jouxte. Je résiste au besoin de me rendre tout de suite sur la tombe du géant. Il sera toujours temps. Pour l'instant, je veux m'imprégner de l'endroit, imaginer l'homme dans son milieu, vivant, arpentant ses terres et découvrir la ferme où il travaillait. Il est question, d'une certaine façon, de le ressusciter. Décidément, tu vois, je n'avais pas prévu de... Après avoir parlé du pire, parler du meilleur, le ressusciter. Mais la question n'est pas sur la résurrection, elle est plutôt sur cette nature qu'on sent, on va la voir arriver, qui est toujours présente dans tous tes derniers livres. La nature est très présente, mais d'abord elle est très actuelle. Elle est très actuelle, avec effectivement en fond ce que tu vient d'énoncer, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la dénonciation de choses terribles qui peuvent nous arriver. Donc c'est une nature plutôt, on va dire, environnementale. Alors il n'est pas question là qu'il n'y ait pas d'environnement, d'ailleurs tu vas chercher l'environnement de ce personnage, mais d'abord on est dans l'histoire, et d'une certaine façon, on passe un peu d'une nature attachée à la ville au champ, on passe de la ville au champ. Qu'est-ce qui t'a conduit dans ces champs qui sont juste en contrebas de Montastruc ? Alors c'est un long cheminement. Là pour le coup, on doit parler de la genèse de ce livre qui est lointaine. C'est d'une manière tout à fait, une rencontre de hasard, on va dire, une visite touristique, comme chacun peut en faire, au musée du Vieux-Toulouse. Alors maintenant, ma mémoire, elle est plus précise sur ce point, mais je pense que c'est au milieu des années 90. Je vais au musée de Vieux-Toulouse et c'est un musée fascinant, hein, vous le connaissez peut-être. Il y a des objets très étranges, il y a une cage de sorcière, il y a des éléments de torture, il y a des choses comme ça. Et dans une vitrine, il y avait un sabot. Alors en soi, un sabot, un grand sabot, qui laissait penser que l'homme avait été grand, mais c'était pas tant ce sabot qui m'a intrigué que l'association avec un moulage de sa main à côté. Une grande main, vous mettez votre main à côté, la main est comme ça, quoi. Et les deux, je posais 2 questions pour quel était l'homme qui avait porté ce sabot. C'était déjà très intriguant. Pointure 54, hein, c'est pas mal quand même pour un homme du 19e. Et puis, mais pourquoi on est arrivé à lui faire un moulage de sa main ? Et il s'est passé un truc là quand même. Donc, si je me souviens bien, il est marqué Jean-Pierre Massas, métayer à Montastruc, la conseillère, en 1847. Quel est cet homme ? Et puis ça a été l'objet comme ça comme on dit d'une obsession sur le temps. Alors c'est vieux, hein, 25 ans. Hein. Et puis me sont venues à moi au fil du temps des informations.
et notamment un article de la Dépêche de 1967, où le deuxième fils de Jean-Pierre Massas, Joseph, racontait son père. Et alors là, c'était quand même assez spectaculaire, parce que du coup, pour le coup, il y avait une photo du géant, la seule agréable qu'on ait de lui. Il y avait ce fils qui étendait la chemise de nuit de son père, il disparaissait derrière, quoi. Et lui, il était tout petit, le père de... Et il commençait à raconter la légende de son père comme un fils dans l'admiration de son père. Alors, j'ai trouvé ça quand même assez particulier. Et puis, il parlait d'un truc qui ne pouvait que m'intriguer en tant qu'auteur de romans noirs, il parlait d'un sombre procès. Et on y viendra peut-être tout à l'heure, parce que c'est ce qui a été pour moi la clé de voûte du récit. Sans la découverte d'un élément dans mes recherches, ce livre serait moins cohérent qu'il ne l'est, je crois. Et le sombre procès, le fils qui est dans le panégyrique de son père, comme ça, bon. Voilà, et les années passent, et je crois que c'était il y a 5 ans de cela, un soir, toujours à penser à ce géant de temps en temps, un peu comme on a envie d'avoir des nouvelles d'un vieux copain. J'ai fait une recherche internet, Jean-Pierre Massas, ce que je n'avais encore jamais fait. Qu'est-ce qui existe sur cet homme? Et le premier élément qui vient à moi, c'est un avis de décès. Son avis de décès qui est en complète contradiction avec tous les éléments que j'avais recueillis au fil des années. Et on disait qu'il était un roulier, alors je croyais qu'il était métayer, mais il était surtout métayer, qu'il était né à Villeneuve du Tarn, alors que, bon, etc. Sur en quoi j'ai eu la certitude qu'il y avait là une histoire possible, en sachant que ça ne pouvait pas être seulement la volonté de raconter l'histoire d'un homme, mais je voulais aussi raconter un peu mon histoire. Voilà, et je suis toujours très, comment dirais-je, et on arrive au chant, je suis toujours ému à l'idée que j'ai des aïeux qui étaient contemporains du géant, pas dans cette région-ci, mais dans le Cambrésis du Nord, qui ont eu la même fonction, la même vie. Ils sont pas devenus colporteurs, monstres de foire, phénomènes de foire, tout ce que vous voulez. Ils sont partis à la mine, comme beaucoup de paysans de l'époque. Et donc moi, ça continue à vibrer en moi. Et donc pourquoi je me suis retrouvé au champ à Montastruc? Sans doute très profondément, parce que ça résonnait d'une manière filiale presque, au niveau même de la condition ouvrière, voilà, parce que on disait paysans, mais c'était des ouvriers, des hommes à tout faire. Ils étaient vachers, ils étaient laboureurs, ils faisaient tout. Jean-Pierre de Montastruc était un ouvrier des champs, quoi, on va dire, hein, un paysan. Et donc voilà les raisons de me retrouver un jour à Montastruc la Conseillère. Et c'est vraiment un peu comme on écrit un livre quand on est romancier, c'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer un jour que cette rencontre dans un vieux musée donne 25 ans plus tard un roman. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe en fait. C'est vraiment la petite graine qui est oubliée dans un terreau, et puis à un moment donné en sortira quelque chose. Ça peut être une fleur ou un arbre. Et j'ai fait pousser un arbre peut-être qui est un roman. Tes aïeux étaient aussi, j'imagine, des lutteurs, d'une certaine façon, au 19e comme au 20e. Pour certains d'entre eux, pour autant que je sache, c'était des bagarreurs. En tout cas. Non, mais quand je dis des lutteurs, c'est que de toute façon, on est dans des luttes sociales. Voilà. Tout à fait. Oui. Luttes sociales que toi, qui ont été aussi des ferments de ton activité littéraire. Mes luttes elles sont modestes. Les luttes. Ouais, les luttes, oui. Oui, parce que c'est de là dont je viens. Je pense que moi j'ai tendance à... Des fois, quand on me pose la question encore, parce que c'est une curiosité normale de bien des gens, pourquoi faites-vous de la musique? Pourquoi peignez-vous? Pourquoi écrivez-vous? J'ai jamais la même réponse, ça dépend de mon humeur, ça dépend le mental que j'ai quand on me pose la question. Mais il y a un moment où j'ai souvent dit, c'est par souci de revanche sociale et aussi par voilà cette histoire de ma famille, du fils d'ouvrier que je suis, de ce climat justement, de revendication, de plus de bien-être pour les plus fragiles, voilà.
C'est pour ça que ce personnage m'émeut. C'est pas que j'ai envie de le réhabiliter, tout le monde l'avait oublié, il aurait pu rester dans l'oubli. Mais c'est comme toujours chez moi la volonté de donner la parole à des gens qui en ont trop peu, quoi, ou qui n'en ont jamais eu. Surtout que lui, c'est quand même assez exceptionnel. Pour autant que je sache, il ne parlait quasiment pas. Il y avait un patois de toute façon du pays. Il avait échappé aux réformes de la Troisième République, qui qui a imposé déjà l'école jusqu'à 13 ans. Donc, je crois que c'est un garçon qui n'a pas du tout été à l'école. Moi, j'ai pas trouvé de traces. Donc vraiment, c'est une des satisfactions que j'ai dans cette aventure d'écriture, c'est d'avoir quand même donné la parole à un fort taiseux. Voilà, et ça me fait plaisir. Et puis pour le coup, là, c'est un cabossé, cet homme-là. Alors quand tu évoques cet article de la Dépêche, immédiatement tu évoques une image et évidemment ce que nous n'avons pas, parce que ça ou ce que nous avons plus exactement, et ça c'est la puissance de la littérature, c'est qu'on a une image littéraire maintenant, on a une image précise de ce colosse, mais évidemment nous n'avons, ça n'était pas l'objet, nous n'avons pas d'image à l'intérieur. Dans le chapitre qui suit, qui s'appelle Le Portrait, tu écris « Le meilleur portrait que nous ayons n'est pas daté, mais Jean-Pierre Massas y est jeune. Il a été exécuté au crayon par un dénommé J. Vidal. » Puis, je saute quelques lignes. « C'est bien le portrait le plus avantageux que nous possédons. Il en existe d'autres plus tardifs, plus perturbants, qui dérangent le regard. » Et en effet, si on va chercher dans toutes les sources qui sont à notre disposition aujourd'hui, que nous n'avions pas il y a encore 20 ans, ou 30 ans, 25 ans. Si on va chercher, on voit quelque chose de très perturbant. Et tu réhabilites en quelque sorte, dans les lignes qui suivent, tu parles de la précision du visage, de quelque chose d'aimable, voilà. Oui. Alors, sur la question de la photo, il s'est posé, là, évidemment, la question de savoir si on mettait une photo du géant dans le livre. Il fallait trouver la bonne conduite. C'est évidemment pas un livre d'histoire, c'est un drôle d'objet littéraire entre le récit historique et le roman. Donc, ça le pose là à un endroit qui est particulier. Il faut faire attention parce que il peut y avoir une ambiguïté, un malentendu avec le lecteur. Des gens pourraient croire, de prendre pour argent comptant tout ce que je raconte, alors qu'il y a une grande part de fantasme et d'invention de ma part. Et donc là, même au niveau de la forme du livre, il faut faire attention. Alors inévitablement, il y a un corpus de textes sur lesquels je me suis reposé et que par tradition j'expose, mais on ne pouvait pas en faire une espèce d'objet qui n'aurait pas été clairement défini. Il fallait que ce soit quand même que d'entrée de jeu comme ça un roman. Donc la photo, voilà, la question de cette photo. Les autres photos, vous pouvez les trouver sur Internet si vous avez cette curiosité. C'est pas très agréable, mais la photo que j'évoque est une belle photo, je trouve, parce que il y est beau. A priori, si on y regarde de près, on voit qu'il y a quelque chose de particulier dans le personnage, mais il est grand, point, pas plus. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, un homme de sa taille serait basketteur dans le monde d'aujourd'hui. À l'époque, il était vraiment un géant parce que tout le monde était petit, pour exagérer un peu. Sauf que c'est pas simple de parler de ce personnage parce que il peut être abordé de différentes façons. Si on s'en tient à la question biologique presque, morphologique, et puis pour aiguiser votre curiosité, ce fut un monstre, mais il n'est pas né monstre. C'est pas Elephant Man. Elephant Man, il a dû subir son état, sa condition dès la naissance. Le géant de Montastruc est né tout à fait normal. C'était un enfant qui a grandi, et pour autant qu'on sache, c'est vers 13-16 ans qui a eu un dérangement de l'hypophyse, des règlements hormonaux. Je dresse un rapport médical à la fin du récit, un peu studieux, mais bon, il fallait en passer par là. C'est un homme qui tout d'un coup a eu un grand désordre, on va dire, hormonal, et il a subi une croissance spectaculaire et anormale. Voilà. Ce qui l'a fait passer d'un adolescent d'1m50 à un grand bonhomme de 2m20 en l'espace de 3-4 ans. Voilà. Ce qui, pour moi, d'abord, est une souffrance.
Enfin, on se rappelle tous d'avoir grandi à l'adolescence. Des fois, on a mal aux jointures. Hein. Donc, moi, tout de suite, je me suis mis en compassion pour ce personnage. Je me dis, mais ça a dû être un truc incroyable de vivre ça, quoi. Donc, il a grandi ainsi, et à partir de là, il y a eu différents temps dans sa vie. Un temps où il était grand, il servait d'homme à tout faire à tout le monde, et il a dû bien dépanner des gens. Voilà, je raconte quelques anecdotes à ce propos. Et après, peut-être, on parlera de la suite de son destin. Mais au départ, voilà, c'est le portrait qu'on a de lui. C'est ce que je voulais, pour finir le premier temps de cette histoire, qui est le temps heureux, on va dire, le premier temps, c'est un temps presque normal. Il est paysan, il va se marier, ou il est déjà presque marié, il va avoir des enfants, et la campagne est belle, il a un contrat de métayage à moitié-moitié, mais c'était l'époque qui voulait ça. Voilà, une vie pas trop difficile, pas trop compliquée pour lui. Mais pour finir cette approche, tout de même, certes, il y a un personnage, et tu t'es saisi d'un personnage, mais il y a quelqu'un qui écrit pour nous en donner le portrait. Et il me semble que tu te tiens à une distance raisonnable. C'est-à-dire que tu ne dis rien, c'est très objectif, tu ne tentes rien qui puisse être quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire du genre qu'est-ce que je fais de cette chose si grande qui m'embarrasse. Ça, c'était cette distance respectueuse de celui qui écrit. C'était dès le début pour toi, c'était un engagement où à un moment donné tu as été tenté d'imaginer ce que cet homme avait dans la tête avec cette chose qui l'embarrassait. Écoute, je ne me suis pas trop posé de questions. Je crois que mon passé d'historien, parce que quand même on vient pas à un sujet comme ça si on n'a pas quelques compétences, et notamment l'approche des sources, parce qu'on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est un monde. Donc je suis pourvu d'un DEA en histoire contemporaine, donc ça peut aider des années plus tard quand on aborde ce genre de sujet. Donc c'est vrai que peut-être qu'instinctivement j'ai choisi cette distance-là. Voilà. Quand j'étais dans les parties roman, c'est-à-dire cet étrange endroit entre le récit et le roman, mais quand moi je ne me mettais pas en scène, voilà, je pense que c'était nécessaire parce que du coup je pouvais être un peu plus impudique dans les deux parties où je me raconte en train d'aller sur le terrain, dans le champ, à Lavore, non, je dis pas que je vais au cimetière, là ma pudeur m'a empêché de raconter une scène de cimetière. C'est une retenue que j'ai eue, que j'aurais pu le faire en finale, mais j'ai pas voulu même. Donc voilà, j'ai trouvé le bon équilibre dans tout ça. Pour prendre aussi le personnage du géant comme un personnage plus universel aussi, peut-être, parce que même s'il souffre de gigantisme, et je tiens à cette idée de souffrance, hein, parce que je crois que sa vie a été une grande douleur, c'était un paysan d'abord, un laboureur, et à travers lui, j'essaie d'expliquer, de rendre compte de l'esprit d'une époque, d'une condition paysanne de cette époque qui est terrible, hein, quand même, hein, terrible. Je te laisserai évoquer peut-être tout à l'heure la condition paysanne, mais en attendant, cet homme va devenir un géant laboureur, avec son nom sur des affiches, le géant laboureur ou le géant Jean-Pierre, et donc il va... même pour subsister, et même jusqu'à la fin de ses jours, pour une partie de son temps, faire le géant de foire. Et donc on a là des pages sur ces foires qui nous ramènent avec ta science de l'archive et de l'histoire, qui nous ramènent à des récits assez difficiles. Je vais juste lire là aussi, très très court, quatre lignes. La barbe. La femme à barbe, en ce moment, il en sort de partout. Il y en a même qui trichent. De leur côté, les saltimbanques ne sont pas toujours drôles. L'un d'entre eux, farouche et cruel, donne une représentation. C'est l'homme-chat. Il se met à quatre pattes et s'amuse à courir après de gros rats dont il casse les reins avec des dents puissantes. Je ne lirai pas la suite, on va la laisser. Bah oui. Et c'est un moment difficile parce qu'il se trouve que hier nous avions Eddie Cadour sur ce
très gros roman formidable qui s'appelle La Nuit des orateurs, et il y a des relations épisodiques sur les spectacles qui sont donnés dans les arènes, dans les cirques à Rome, au temps des empereurs, et c'est terrible, mais c'est terrible évidemment, la chose n'est pas comparable. Et pourtant, il y a une chose qui est comparable, c'est cette espèce d'avidité que tu donnes à lire de façon très courte du public, parce que là, chez Cadour, autant on a vraiment la espèce de cruauté évidente et mise en scène, à la fois par le public et dans le public, et en bas, chez ceux qui sont bouffés, carrément. Et puis là aussi, on sent bien quand même que finalement, on n'a pas perdu, quand on est au public, la notion du voyeurisme et de la crudité. À plus forte raison à cette époque-là, c'est que le spectacle se jouait sur le foirail, se jouait sur la foire. Je n'ai pas inventé grand-chose de ce point de vue-là, parce que c'est au fur et à mesure de mes recherches sur le géant, donc... Voilà, mais c'est une scène réelle. Hein. Oui, c'était un saltimbanque dont c'était la spécialité de manger les rats comme ça. Voilà, mais il y a plein de choses comme ça dans le récit que je n'ai pas inventé. On peut pas les inventer. Enfin, et puis là, c'est le miel de l'auteur, parce que j'ai passé beaucoup de temps aux archives départementales du Tarn, notamment à Albi, pour traquer la moindre trace du géant dans ses grandes heures de lutteur. Et de fil en aiguille, je me perdais à vouloir tout récupérer de cette époque. C'est là où j'ai appris ce que l'on vendait quoi sur le marché à tel prix. Parce que je fais des comparatifs aussi. Et quand le géant il gagne 100 francs, si on dit qu'il gagne 100 francs sur une lutte, si on n'a pas le rapport au prix du canard gras ou du quignon de pain à cette époque, nous on peut pas comprendre. Donc ça c'est l'instinct de l'historien et le goût de la découverte. Mais ce qui me conduisait parfois à des découvertes qui ont enrichi le récit pour en donner tout le sel, je crois. C'est pour ça qu'il y a 2 scènes d'exécution capitale que là aussi j'ai écrit à ma façon, mais que je n'ai pas inventé, que j'ai puisé dans les archives du Tarn et de la Haute-Garonne, parce qu'il me paraissait intéressant aussi de montrer cette sauvagerie de l'époque. Et puis pour revenir sur les marchés, c'était violent, hein. C'était violent. Alors jusqu'à l'invention de la lutte à main plate, comme on dit par Ex-Braya, ancien grognard de Napoléon Ier, qui a adouci le pugilat qui était en vigueur à ce moment-là, où tous les coups étaient permis et il y avait des gros dégâts. Jusque-là, on va dire l'invention du sport moderne, finalement. Hein, c'est avant le rugby, avant le football, avant tous les sports co. Ce qui devient un peu professionnel, c'est la lutte à main plate dans ces années 1870, etc. Jusque-là, tout geste sportif, entre guillemets, était d'une extrême violence. Voilà, un peu comme dans les arènes de Rome, quoi. Et il y avait effectivement un voyeurisme. Fallait voir comment les gens, ils agonisaient le perdant. Là, les plus grands lutteurs de France viennent défier sur les terres de Toulouse. Ou le gagnant, quand il avait parié Tout à fait. de l'autre côté. Et les plus grands lutteurs de France à l'époque, qui s'appellent Milhomme ou Duval, pour n'en citer que 2, viennent défier le géant Toulouse, qui a fait les grandes heures des salles de spectacle de Toulouse, comme le cabaret milanais qui était Alsace-Lorraine, où il y avait à la Poudrière, rue de la Poudrière, qui est aujourd'hui la rue Roquelaine, une autre salle de spectacle dont je vais oublier le nom. Donc les lutteurs venaient défier le géant. Ils se sont tous fait ramasser, hein, voilà. Et ils ont vécu un enfer, hein. Et je crois que vous savez, comme dans la chanson de Nougaro, à Toulouse on aime la castagne. Je crois que ça vient de là, très sincèrement. Je crois que ça vient de cette époque, parce qu'en plus il y avait une revanche à Toulouse à prendre. Toulouse avait été ravagée par la crue de 1874 ou 15. 75, hein. Et il y avait un énorme trauma.
la ville avait été sans dessus dessous, elle était en train de se reconstruire. Faut se renvoyer à Toulouse, qui est un énorme bourg. Hein. D'ailleurs, il se tire entre guillemets la bourg avec Montauban, parce que c'est deux villes qui sont un peu équivalentes hein, en termes de puissance économique. Toulouse va commencer à devenir à ce moment-là une grande ville, mais on est loin d'une grande capitale comme on connaît aujourd'hui. Et donc voilà, ça s'est joué dans ces murs-là. Je m'éloigne un peu de ta question, mais pour revenir à cette violence, moi, ce qui m'a quand même assez effrayé, mais je suis pas naïf, j'ai étudié l'histoire, je suis un habitué d'une certaine littérature, etc. C'est la violence de ce siècle-là, quoi. Mais dans tous les endroits de la société. Quand Marc Telade, le châtelain de Montastruc, ne tire plus assez de profit du géant, avec qui il a un contrat de métayage, hein, dans la région on disait un contrat de colonnage, et à 50-50, donc quand même très en faveur du châtelain, il ne lui fait pas de cadeau. On ne donnera pas le détail, mais il ne lui fait pas de cadeau. Alors que pendant près de 15 ans, il a tiré grand profit de cet homme. Et un homme qui s'est mis à la disposition de tout le pays. Quand on avait un arbre à déplacer, on appelait le géant. Quand le meunier, ça c'est une histoire vraie, était malade, plutôt que de prendre 4 hommes qui auraient coûté cher, on demandait au bourg Jean-Pierre de venir donner un coup de main. Et à raison de 2 sacs de 100 kilos sous les bras, la charrette était vite remplie, ou à l'inverse, la grange était vite remplie aussi. Donc voilà. Alors et c'est un siècle violent. On est dans la Troisième République est une république fascinante de mon point de vue, qui va apporter beaucoup d'évolutions en termes d'acquis sociaux, hein, indéniablement. C'est le début, mais il y a des grèves partout. Au moindre, on parle déjà de crise internationale des énergies. On est déjà dans une espèce de mondialisation. Il y a des patrons d'industrie qui font du chantage à l'emploi pour des raisons de profit, d'efficacité, et qui vont acheter déjà des minerais en Australie, déjà en Angleterre. Enfin, tout ça est exacerbé et rend la Troisième République très très fragile. Et en général, tous les jours, c'est extrêmement violent. Et moi, j'ai été effrayé par cette violence permanente que j'ai retrouvée dans tous les journaux, aussi bien dans le Télégramme de Toulouse, la Dépêche. C'est essentiellement la presse régionale que j'ai étudiée. Et après, je m'en suis remis à une presse nationale sur certains points pour avoir peut-être un complément. Mais c'est violent. L'époque est violente. Tu réponds par anticipation à des questions que j'allais te poser, mais tant pis pour toi. Je peux continuer parce que j'ai beaucoup à dire. Je te les reposerai, mais on abordera la question de l'archive. On va peut-être même déjà l'aborder avec ce qui suit, parce que je préfère encore rester un tout petit peu sur la foire, parce que quand même c'est une présence très importante dans ton livre, et là on a d'une certaine façon des preuves. Et il y a le sel de celui, pour celui qui lit, le sel du roman, le sel du livre, c'est aussi parfois ce qui ne se ressort pas de l'écriture même du romancier, c'est ce qui est ou suggéré, ou dit, ou écrit. Et par exemple, il y a une langue des foires, et tu nous donnes à lire cette langue des foires, alors qui est une langue de la réclame, qui est une langue de la harangue, hein, qui est une langue, on sent bien, des bateleurs, et voilà. Et cette langue, d'une certaine façon, bon, elle est crue, elle est vulgaire, elle est racoleuse, voilà. Et bon, alors évidemment, tout ça c'est très court dans le livre, mais il me semble qu'il y a la volonté d'une présence, de témoigner par ce dont on dispose de cette langue, de ces langues. Parfois, il y a d'autres éléments qui viennent témoigner de ces langues à la fin du 19e. Oui, mais j'ai essayé de coller le plus près à l'esprit de l'époque, en faisant attention de rester lisible et compréhensible, notamment dans les adresses aux lutteurs, qui sont des pages insolites de littérature. Hein, vraiment, c'était complètement excessif, outrancier. D'ailleurs, il y a un mot qui revient. Mon éditrice m'a demandé, elle me dit, t'en mets pas un peu beaucoup là des outrances, mais je dis c'était dans les adresses aux lutteurs. Ça résumait bien le tempérament de ces gens qui étaient excessifs en tout, quoi. Et voilà. Après, pour le sel, oui.
c'est compliqué d'écrire un livre comme ça dans la mesure où moi je revendique une modernité dans l'écriture, mais je tiens aussi absolument à être dans l'esprit de l'époque, quoi. Alors comment on le fait? C'est le choix des mots. C'est pas forcément sur la rythmique, parce que je pense que c'est une rythmique moderne qui me ressemble bien, mais le choix des mots, et puis se nourrir en permanence du siècle, quoi. Moi, j'ai passé 2 ans à relire tous les Rougon-Macquart. J'ai relu Maupassant, j'ai relu Zola, j'ai relu Victor Hugo. Je voulais être 19e. J'ai lu la presse de l'époque. Parfois le matin. Alors vous savez, il y a des outils formidables aujourd'hui pour un auteur qui est curieux. Il y a des bibliothèques en ligne. Toulouse a une bibliothèque en ligne qui est merveilleuse. Vous pouvez retrouver. Alors tout n'est pas encore numérisé, mais il y a une somme de documents accessibles. Alors la dépêche du 19e, je l'ai étudiée sur microfilm. Il y a encore des microfilms, c'est assez rigolo. On est bien dans ce moment-là. Moi, j'ai adoré ces moments où j'étais dans les microfilms à chercher le géant partout. Mais il y a d'autres journaux, c'est numérisé. Et puis il y a Gallica, qui est la bibliothèque de la BNF. Et là, alors, vous tapez le géant, Mazas, vous trouvez rien. Bon, il faudra trouver il faudra passer par d'autres biais, mais tout d'un coup, vous plongez là-dedans et c'est extraordinaire. Donc tout ça apporte, voilà. Et puis le souci de ne pas être dans l'anachronisme. Là, c'est par exemple quand on a commencé à travailler le livre avec l'éditrice. Moi, j'ai dit tout de suite, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il y a le moindre anachronisme. Alors, sur mes 2 chapitres personnels, j'ai le droit de prendre le TER qui m'amène à Lavore, c'est pas un anachronisme. Mais sur les autres parties, s'il vous plaît, soyez vigilants, les assistants et tout, je ne veux pas un anachronisme. S'il y a un mot qui n'était pas contemporain de mon géant, je n'en veux pas, etc. Et ça fait un travail vachement intéressant. Et à la vérité, il n'y en avait pas tant que ça, parce que j'ai quand même eu une extrême rigueur sur ce point. Voilà. Alors justement, et ça nous permettra d'aborder un autre personnage à la fin du livre, et il y a donc la langue des foires, mais il y a des langues plus déliées, et que tu as retrouvé évidemment avec les outils que tu évoquais à l'instant. C'est la langue d'une science humaniste, et il y a, bon, là aussi encore 4 lignes, mais c'est tellement... Finalement, c'est un témoignage tellement simple et éclairant et lumineux que va donner cet Édouard Brissot, qui est ton personnage de fin, qui va réhabiliter en quelque sorte, qui est déjà un premier qui réhabilite. Maintenant, c'est toi qui réhabilite. Oui, c'est moi, je le ressuscite même. Un géant, alors c'est Brissot dans le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, il écrit... Pardon. Un géant est un être qui, exempt d'ailleurs de toute défectuosité dans les caractères essentiels de l'organisation, dépasse notablement par la taille les autres êtres de la même espèce parvenus à l'âge adulte. Ils ont les mots pour le dire. Magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique. Alors là, on n'est pas dans le batelage de foire. Ah oui, non, mais c'est une langue extraordinaire. C'est effrayant aussi par certains côtés, parce que quand t'es venu à moi le rapport d'autopsie, ça ressemble un peu à ça, le pauvre. À un moment donné, pour vous raconter la petite histoire, Édouard Brissot, il faut souligner son tempérament, est un personnage très 19e, quoi. Il n'y a pas plus 19e que lui. C'est un esprit de son temps. Il est doué en tout. Il est l'ami des artistes. Il est des réfusards, ce qui pour moi le rend très sympathique. Et il est ami de certains communards. Il va inspirer Proust, pour le docteur à la recherche du temps perdu. Il a fait des études diverses et variées médicales. À l'époque, il a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été estimés d'autorité. Voilà. Et c'est un homme qui, par hasard, croise le chemin du géant au moment où il est en train d'étudier son sujet d'étude du moment, c'est le gigantisme et l'acromégalie, quoi. Et il croise ce géant,
Voilà. Et à la suite de quoi il arrive à le convaincre. Alors je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, je pense que ça a dû être monnayé. Moi je l'évoque dans le récit. J'ai des doutes dans le livre, j'ai plein de doutes. Il y a quelques certitudes, mais il y a une part, et c'est pour ça que j'emploie beaucoup le conditionnel. Je pose des questions. Il y a des endroits où je n'ai pas de certitude. C'est là où la part entre l'invention et la vérité est trouble. Mais je pense que ça a dû être négocié. À ce moment-là, moi, j'ai la confirmation qu'il parle pas le français parce que il y a ce qu'on appelle un truchement. Autrement dit, aujourd'hui, une interprète en l'occurrence, qui va faire l'interprète entre le géant et le docteur, et ils vont faire l'analyse de ce personnage incroyable. D'où le moulage. On revient au début de la rencontre. Il y aura des moulages, et le moulage vient de là, de ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs moulages, et un d'entre eux a dû être par je ne sais quelle confrérie cédé, offert au musée du Vieux Toulouse quelques années plus tard, sans doute. C'est pas possible autrement. Et donc, et là, c'est effectivement un langage qui. Voilà. Alors, j'ai essayé de l'atténuer, mais à un moment donné, comme dans Du bruit sous le silence, il y a une vingtaine d'années, j'avais tenu à rendre le plus fidèlement possible un rapport d'autopsie d'aujourd'hui. J'ai savouré là. Alors il fallait trouver la bonne limite pour ne pas. Sur un récit aussi dense, fallait pas que le rapport soit trop long. Je sais pas ce que t'en penses. Ça passe bien. Voilà. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, et ça, moi, on revient au personnage et à sa nature profonde. Comme à un moment donné, le géant va dire au coquin qui vient le voir, parce que quand il est tout cassé, le géant, parce qu'il faut le savoir une chose, il mesurait 2,20 m et puis 10 ans plus tard, il en mesure plus qu'1,86 m. Je vous passe les détails, vous verrez ça dans mon bouquin. Mais à la suite de quoi, il y a un coquin, un ancien de copain lutteur, on va dire, de Toulouse, qui vient le voir et dit hey, tu devrais devenir phénomène de foire, quoi. On va gagner du pognon avec ça. Il n'est pas d'accord, le géant. Bon. Et au moment où il dit, ouais, si, imagine, c'est moi qui l'écris ça, hein, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Et imagine, géant de Montastruc, le géant de Montastruc, ça donnerait bien, quoi. Et Jean-Pierre, il dit, laboureur. Et je suis laboureur. Ah, il a dû le dire en patois, évidemment, mais, bah d'accord, le laboureur. Et c'est la fiche qu'on retrouve dans le bouquin. Et moi, ça, waouh, là, je trouve ça formidable, parce qu'on sent bien à ce moment-là que tout ce qu'il a été d'exceptionnel, il l'a été malgré lui. Et ça m'émeut beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas l'ambition d'un homme qui voulait devenir lutteur, phénomène, avoir la gloire, etc. Tout s'est fait en fonction de sa souffrance et malgré lui. Et moi, waouh. Et là, j'ai les poils qui se dressent, parce que ça me parle profondément. Et parce qu'on est beaucoup de choses, souvent, malgré soi, pas pour le meilleur. Hein. Et là, ce qui, malgré lui, existe pour le meilleur, parce qu'à un moment donné, ça lui fait sa vie quand même, ça nourrit la famille, et tout. Il gagne beaucoup d'argent à un moment donné. Hein. Il y a des combats contre 1000 hommes, c'est 1000 francs à l'époque, le combat, pour vous dire, une mobilette à l'époque, ça coûte 300 francs. Vous voyez un peu le rapport. Et c'était déjà cher à l'époque. Non, une mobilette spéciale qui était une innovation scabreuse. Non, à l'époque du géant, il y a 300 automobiles en France pour avoir une idée, et ça devait coûter très cher, plus que 3000 francs. Et donc ça, c'est incroyable. Et alors, et le rapport d'autopsie médicale. Qui aurait pu être un rapport d'autopsie, après coup. Le rapport médical, il l'interroge. Et ce qui est vraiment très émouvant, c'est le géant, il parle de tout. De sa famille, dont il n'a plus de traces. Il a oublié, son esprit est un peu abîmé, etc. Mais jamais il ne parlera de ses heures de gloire en tant que lutteur. Que moi, j'ai situé sur une période de 7 ans, et d'après d'autres sources, ont pu être plus longue, c'est-à-dire se situer sur une période de plutôt 12 ans. Voilà. Mais moi, les belles traces que j'ai qui me semblent cohérentes, c'est une période de 7 ans. Jamais il n'en parle. C'est dingue, ça. Là, ça continue de m'interroger. Il y en a tant qui, pour un fumeux talent, l'ouvre comme ça et puis nous la rabat pendant des années. Lui, non. Lui, il oublie ça. C'est aussi banal qu'autre chose. Mais peut-être aussi parce qu'il avait... Ensuite, il a beaucoup souffert. Un homme qui a souffert pour grandir et qui tout d'un coup souffre en rapetissant comme il souffre,
Les photos sont, regardez-les, on voit que cet homme n'était plus qu'une boule de douleur, quoi. Alors que, qu'est-ce que ça avait pour lui de sens d'avoir fait des combats là-bas, voilà. Surtout que peut-être aussi que c'était une des raisons. Ça, tout d'un coup, ça vient pendant que je parle là. Une des raisons de sa déchéance, parce que peut-être que cet homme, il aurait aspiré à n'être qu'un paysan, un bon paysan, avec sa femme, qui devait aimer beaucoup, je crois, et ses 3 enfants. Il a quand même eu 3 enfants, qui ont eu des destins, enfin on en parlera si tu veux tout à l'heure, c'est pas dans le livre. Mais justement, nous voilà dans la chronique sociale, parce que bon, c'est exactement ce que j'allais te dire. On peut quand même effectivement imaginer que cet homme se destinait à continuer de travailler la terre, et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui l'aura distrait de ce destin de paysan, paysan qui peut-être, dont la femme savait lire et un peu écrire, et ce que lui malgré tout analphabète, mais malgré tout qui avait un vrai métier de la terre, le voilà distrait par tout d'un coup l'apparition de peut-être d'un argent facile, mais enfin on va pas refaire l'histoire. En revanche, il est enlevé à la terre, il est enlevé à ce métier, du moins en tout cas complètement sur les derniers temps de sa vie, et il y a cet épisode tranchant de ce rapport avec Teulade, qui va lui avoir qui est un notable, un nobliau et notable, qui va comme tu le disais tout à l'heure, le casser. Effectivement, cette irruption de la violence, elle est là, dans ce moment-là. Oui. Oui. Alors, je vais peut-être un peu forcer le trait sur Teulade. Non, peut-être. Ça, c'est peut-être le côté prendre le parti du cabossé et du plus faible. J'ai peut-être un peu forcé le trait s'agissant de Marc Teulade. Marc Teulade, qui fut maire de Montastruc, qui va le devenir. Il marie pas le géant, hein. C'est Alexandre Latour qui le marie. Oui, famille prospère. Prosper Teulade était le père. Il avait été maire de Montastruc aussi. C'est une famille de bourgeois de Toulouse qui ont fait fortune par des mariages, de bons mariages. Notamment avec des négociants en drap. Voilà, petit à petit, ils ont eu des biens. C'est allé très vite, je crois, sur 2 générations, et ils ont acheté ce château et toutes les métairies qui étaient associées. Et voilà, et là j'ai donc campé un personnage qui est un petit peu dans l'imaginaire du 19e, voilà, un peu la Maupassant, quoi, le bourgeois, pas forcément très sympathique, très mal élevé d'ailleurs. J'ai une scène où je raconte quand il vient voir le géant que c'est tout juste s'il va pas rentrer avec son cheval dans la cuisine pour parler au géant qui souffre le martyre sur son lit. C'est la clé de voûte de mon récit, parce que on y revient un jour. Je retrouve cette interview du fils, la dépêche du midi 67, la sombre affaire. J'ai écrit le livre en même temps que je faisais mes recherches, donc les choses se sont imbriquées. J'ai suivi mon instinct, j'ai établi j'ai fait des suppositions qui se sont confirmées ou pas. J'ai évincé de la matière parce que je savais que ça ne menait nulle part. Pourtant, elle existe, elle pourrait donner un autre éclairage au géant. Et j'avais toujours dans ma tête, et ce qui avait motivé finalement le récit, parce que il pouvait pas y avoir un récit d'un paysan du 19e, ça n'intéresserait personne, s'il n'y avait pas une dimension dramaturgique. Donc il y avait toujours en moi cette idée du sombre procès. Qu'est-ce que c'était ce sombre procès ? Donc sur le malentendu de sa naissance, à savoir était-il né à Verfeil, était-il né à Lavore, était-il né à Montastruc ou à Ogémy, et que quand j'ai mené l'enquête au plus précis, que j'ai bien établi la géographie entre la métairie de Castanet où il était né, d'où on voyait le clocher de Verfeil, etc. Bon, je viens du Nord, vous savez, alors des fois la géographie du Sud-Ouest m'échappe encore un peu, et les limites des départements, je les saisis pas toujours. Surtout que là où il est né, c'est vraiment à 500 mètres du département du Tarn. Alors, bon, donc ensuite, moi, je suis confus dans ma tête. Montastruc est en Haute-Garonne, Lavore est dans le Tarn, Verfeil est en Haute-Garonne, sombre procès. J'ai passé un mois à chercher dans les minutes des procès d'Albi, à Albi, aux archives départementales, avant de me dire, c'est peut-être en Haute-Garonne qu'il y a eu le procès.
Là, je vais aux archives départementales de la Haute-Garonne, et là, je dis, je vais moins perdre de temps, je vais discuter avec la bibliothécaire, et je vais lui demander, mais ça vous évoque quoi, le sombre procès ? Et elle me dit, au 19e, un sombre procès, c'est un crime de sang. Ah, ça m'intéresse. Alors, mais j'y croyais pas. Alors, elle m'a donné les documents. Heureusement, c'est vachement bien inventorié. Hein. On a les affaires, etc. Bon, c'est un peu fastidieux, on passe. Il faut avoir un œil comme une caméra, comme un scanner. Mais bon, il y a les mots-clés. Hein. Teulade, Mazas. Il fallait que ça me saute aux yeux, quoi. Grâce à quoi, d'ailleurs, j'ai pu construire mon histoire, parce qu'il y avait d'autres affaires qui ont enrichi l'histoire. Mais bon, je vous passe les détails, je vais pas vous dire tous mes secrets, mais à un moment donné, sur les années, je suis allé 3 ans en amont, 3 ans en aval, pas de sombre procès, pas de crime de sang concernant ni dans le Tarn, ni bon. Et alors, son nom m'échappe. Elle me dit, la bibliothécaire me dit, mais c'est peut-être simplement un procès civil, vous devriez regarder dans les procès civils. Tenez, voilà je passe. Et alors, petite anecdote, je terminais le récit, hein, quand j'en suis là, il me manquait cette pièce-là. J'allais inventer quelque chose, mais c'était pas bien que j'invente là. Je voulais la vérité sur ce point. Et j'ai enquêté là-dessus pendant 3 matinées pleines au moment où j'ai décidé de passer au crible tous les jugements civils de cette période. Hein. 3e matinée, fin de matinée, j'étais fatigué, j'ai failli passer dessus. Teulade contre Mazas, avec la référence. Waouh. Et là, je vous dis pas, le cœur, il fait ça. Ah ouais, parce qu'on on a raison. Là, on a raison, on se dit ce bouquin va marcher. On est béni, là. La belle pièce qui finit au bon moment, et ça a été jouissif, malgré la simplicité du procès, parce que c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Teulade qui a été vraiment méchant pour pas grand-chose avec ce brave géant, quoi. Voilà. Après, il me restait plus qu'à solliciter 2 amis avocats pour me décrypter les minutes. C'est pas long, mais encore faut-il comprendre les termes et voilà. J'en avais 10 pages, j'en fais 3 lignes à la fin. C'est ça la magie du truc. Voilà. Tu t'enflammes à propos de l'archive, et je pensais en t'écoutant à ce livre d'une grande spécialiste du 18e qui est Arlette Farge, et qui s'appelle Le goût de l'archive. Et bon, évidemment, le goût de l'archive, il est essentiellement il peut être dévolu à tout le monde, et plus encore à ceux qui ont fait de l'histoire. Mais, et ce sera ma dernière question, est-ce que à un moment donné, tu aurais pu ne pas trouver, ne pas justement avoir le cœur qui bat et revenir un peu penaud chez toi, et est-ce que tu serais passé de ce type de récit à une œuvre d'imagination, ou ça, c'était pas possible? Une œuvre d'imagination. Oui. Qui se serait basé évidemment sur... Oui, non, mais à cet endroit-là, j'aurais inventé quelque chose, mais autant à d'autres endroits où j'avais pas de certitude, j'ai inventé, où j'ai supposé des situations qui ne sont pas forcément réelles ou qui n'ont pas eu lieu. Cet endroit-là, c'était, je sais pas, c'était l'obsession de l'historien, quoi, avec la rigueur qui va. À cet endroit-là, il me fallait une certitude. Alors, comme j'étais quand même à terminer le récit, hein, je crois que j'avais déjà même, il me manquait ça, mais j'avais pas arrêté d'écrire pour autant. Donc j'avais écrit la scène de Brissot, par exemple. Hein, j'avais pas encore le dernier chapitre. Non, mais voilà. Et j'aurais inventé quelque chose. Voilà. Mais ça aurait été pour moi insatisfaisant. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est de vraiment être sur les traces de ce géant. Et j'ai eu l'impression souvent, alors c'est mon côté, là on parlait du côté superstitieux tout à l'heure, mais assez irrationnel de l'écriture, j'ai eu quelquefois le sentiment qui me guidait, quoi. Et que les choses arrivaient dans les bons moments. Cette anecdote incroyable, quand je vais à Montastruc pour me remplir des lieux, et c'est pas une invention, hein. Vous ne pouvez pas imaginer que ça vous arrive en tant qu'auteur, ça. Vous avez quoi, 5 pages avec 30 notes sur un personnage dont vous voulez faire un roman. Vous visitez le cimetière, vous visitez le château, vous avez la tentation d'aller dans le parc.
Vous dites non, vous pouvez pas. Vous savez où est la ferme? Pas vraiment, mais vous la cherchez. Vous descendez le chemin, et puis là, il y a un homme qui sort du bois. Un chasseur, un type chasseur, mais sans fusil. Hein, il était habillé en... Et moi, avec un toupet quand même assez incroyable, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais comme si j'avais le droit de lui dire... Et lui, il me répond, les renards, il y a des renards, il y a des renards. Et vous, il me dit, je suis en train de faire un livre sur un personnage insolite de la commune. Il me dit, le géant de Montastruc. Ben, je dis oui. Ben, il me dit, écoutez, j'ai été secrétaire de mairie pendant longtemps et j'ai fait un dossier sur lui. Si vous voulez, il est à vous. Vous appelez Sylvie à la mairie. Lundi, j'ai appelé Sylvie à la mairie à 13h ou à 14h à l'ouverture. À 17h, numérisé, j'avais le dossier sur mon ordinateur. Et là, vous dites, il est avec vous, ce bonhomme-là. Il veut revenir. Alors j'ai dit, j'ai plus le choix. Il faut pas que je le déçoive. Voilà. Mais ça va aller loin, cette affaire, parce qu'il est en train de se tramer quelque chose à Montastruc, là, à l'insu de mon plein gré. Je pense qu'il va y avoir une fête du géant à l'automne. 2,12 m, je sais pas s'il va pouvoir passer la porte. Faut faire attention. 2,20 m, aujourd'hui, c'est pas si grand que ça. Hein. Il serait basketteur. Merci à tous et bonne lecture. Merci à vous. Vous venez d'écouter le romancier Pascal Dessin lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 29 mai 2021. Il y présentait Un colosse, son dernier roman paru aux éditions Rivage. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.